C'est tout le temps, c'est le kitsch, c'est un peu, tout le temps un peu se moquer un peu du goût, des goûts des intérieurs ouvriers, par exemple. Il y a des gens qui aimaient ça, mais en fait tout le temps avec un petit recul de bon goût et de mauvais goût, qui change d'ailleurs avec le temps, ça change. Le mauvais goût, c'était les trucs des années 50, aujourd'hui c'est des choses, des meubles qui valent extrêmement cher. Donc tout ça, ça relativise, et c'est vrai que le terroir modeste peut permettre ça, peut permettre d'être bête des fois, quoi. Oui, enfin pas si bête quand même, bon. Mais oui. Mais bête plutôt. oui. Voilà. Justement, dans l'entretien avec Claire, il me semble que tu dis quelque chose comme quoi tu refuses le cynisme, par exemple. Voilà, c'est ça, le second degré, tout à fait. Et tu soupçonnes un peu Jeff Koons, non? Voilà, je soupçonne quand même pas mal d'artistes. Alors peut-être que je suis parano, mais malheureusement, souvent, moins aujourd'hui, parce qu'en les rencontrant, les artistes, souvent on s'aperçoit qu'on a une mauvaise idée de leur protocole de création. Il y a beaucoup de choses, surtout il y a beaucoup de cynisme, où on utilise des matériaux, on utilise des formes, trucs qui sont quand même, moi je trouve, une espèce de cynisme des avant-gardes d'aujourd'hui qui sont une espèce de, comment on appelle, de provocation, voilà, chercher une espèce de provocation qui inutile, je trouve, aujourd'hui, qui tiennent beaucoup du second degré, du troisième degré, tout ça. Et moi je sais que ça ne m'atteint pas, ça me gêne, après ça m'intéresse pas, et je m'en suis aperçu au fur et à mesure, et j'ai l'impression que ce système s'amplifie. Tu vois, je pense qu'en Bertrand Lavier, il socle des trucs de voitures, où il socle où il fait des sculptures influencées par les représentations de culture contemporaine dans les bandes dessinées de Disney Corporation. Je pense qu'il aime ça. Je pense qu'il les aime vraiment. Oui. Je ne pense pas qu'il s'en moque. Moi, je le connais. Je sais qu'il aime ça. Alors, il s'en sert dessus. Après, il a tout un discours, etc. Mais, alors que beaucoup d'autres, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de petit recul cynique de démontrer son intelligence face au monde en faisant un peu marrer, tu vois. C'était pas comme quand Duchamp, il pose son porte-bouteille, c'était vraiment, il ne pouvait pas le vendre, c'était vraiment un pied de nez. D'ailleurs, lui le raconte dans ses interviews, c'était pour rigoler, c'était pour se marrer, pour se moquer des bourgeois qui venaient à la galerie. C'était pas du tout dans un sens où on va raconter toute une histoire ou pas. Oui, mais en fait... C'est pas toi qui as beaucoup d'artistes qui ont, sur le second degré, surtout depuis les années 80, il y en a moins avant, je trouve. Oui. Depuis les années 80, il y a beaucoup. Enfin, il y a tout un art chinois sur le second degré. Jeff Koons, je suis pas sûr. Hein. Damien Hirst, par contre, j'en suis sûr que c'est vraiment un second degré mercantile et qui n'est pas très intelligent. Oui. Jeff Koons, je pense que il y a quand même un amour des formes, il y a un amour du bien fait. Et moi qui suis fasciné par la technique, comme tu le sais, les techniques, il y a un côté technique chez Jeff Koons qui quand même, il y a une appréciation de ça. Mais je n'en suis pas sûr. Moi, je rangerais Jeff Koons. En plus, il faut, par exemple, le cas précisément de Jeff Koons, c'est, là aussi, il faut le voir dans son évolution. La rétrospective qu'on a vue au Centre Pompidou, elle était assez évidente de ce point de vue-là. C'est-à-dire que, de mon point de vue, alors moi, de critique d'art contemporain, je dirais que la qualité de certaines de ses œuvres du début, cette qualité, on ne la retrouve pas dans des productions plus récentes. Et en fait, en y repensant comme ça, je me disais, mais ça, c'est de l'art modeste prétentieux, d'une certaine façon. Oui, parce que moi, ce qui me gêne, c'est qu'il ne cite pas ses sources. C'est le contraire du mien. D'ailleurs, sauf quand il est contraint par un procès. Ouais, oui, mais en fait, tu vois, j'avais dans la première exposition dont Frédéric Roux était le commissaire, qui s'appelait Fait Maison, au mien. Il y avait une pièce de Jeff Koons, c'était un porte-parole, oui, c'était le petit chien. Et c'était très important qu'elle soit remise en perspective avec la table d'Alan Jones, le lit de Pépin Orion, dans un vrai appartement. Et donc, de ce fait, faire revoir les sources de cette... Elle venait d'un vrai truc en porcelaine qu'il a dû acheter dans un marché chinois, etc. Moi, je pense que c'est très important de citer ces sources-là, peut-être pas pour nous, mais pour le néophyte, on doit ça. Moi, j'ai envie ce que j'aime dans Jeff Koons, c'est qu'il s'adresse au plus grand nombre. Alors, peut-être pour des mauvaises raisons, mais en tout cas, c'est le seul que tout le monde peut citer aujourd'hui, qu'ils connaissent l'art contemporain ou pas. Donc ça, je me pose une question. C'est comme Picasso, qu'on connaisse l'art contemporain ou pas, tu vois, bon. Alors je pense qu'il y a tout un travail quand même... si, je t'assure. Je pense pas que Jeff Koons ce soit aussi pas connu en tout cas, je peux te dire que moi, tout le travail qu'on vient, tu sais, le travail qu'on fait pour essayer d'intéresser le néophyte, on a un grand public de gens qui ne sont jamais allés dans les musées, etc. J'ai un peu là.
l'expérience de ça, où tu sais qu'on est interviewé dans d'autres magazines car presse et que personne ne connaît rien là, hein, on n'a pas grand-chose. Tu cites Jeff Koons, tout le monde le connaît. D'autres, c'est plus difficile comme exemple. Je citerai les frères Chapman, par exemple, que j'aime beaucoup, qui ont une espèce de recul méchant, une attitude punk, tout en se servant des citations des cultures populaires. Là, je trouve que c'est juste. Après, j'ai des questionnements aussi. Hein. Je peux pas. Il y a des choses que je sais juste, j'en suis sûr. Les autres, je n'en suis pas sûr. Et Jeff Koons, c'était une question parce que j'en suis moyennement sûr. Oui, mais en fait, si on en vient, enfin peut-être qu'il faudra parler d'autre chose que Jeff Koons, mais oui, non, c'est toi. Moi, je sais pas, oui, peut-être. C'est toi. Bon, ouais, mais parce que tu as parlé de cynisme, alors ça m'a fait penser à Jeff Koons. Je pensais que ça aurait fait penser à Bernard Buffet. Mais en fait, je sais plus. Ben non, je crois pas. Ouais. Ah oui, non, ça, on n'est pas d'accord. Non, j'ai pas changé d'avis. Non, mais c'est pas le concours de Bernard Buffet là ce soir, non. Oh, tu sais, Bernard Buffet a fait beaucoup pour. Il fait partie des arts modestes, Bernard Buffet, complètement. D'ailleurs, il est dans l'exposition que je organise au MIAM, qui est la suite de cette exposition, qui va commencer le 3 février. Bernard Buffet sera à côté du buffet. C'était un gag un peu à la Raymond Hens qui m'a toujours je rêvais de faire. Ils ne sont pas à côté, ils sont dans la même exposition. Des artistes de la même génération qui n'ont rien à voir. La commissaire n'est pas d'accord. Ils ne sont pas à côté, mais ils sont dans la même exposition, dirions-nous. Hein? C'était pas que le jeu de mots à la Raymond Hens qui m'intéressait, c'était aussi des gens qui ont éclos, pas de la même génération du tout, un plus jeune que l'autre, mais au même moment, et adoré et vénéré que ça marche, pas du tout dans les mêmes circuits. C'est quand même, tu vois, ça c'est les questions que je me pose, mais qui n'ont rien à voir peut-être avec non, mais parle ce soir. Je termine quand même, tu veux bien ce que j'allais dire sur mon jugement. Mon jugement. Jeff Wall et Mike Kelly, tu les mets comment justement avec ton critère là? Je t'entends bien sur Koons et tout ça, mais justement. Mais bon, bien sûr, il m'intéresse beaucoup plus Jim Shaw et Mike Kelly, mais bon, c'est un. J'ai du mal des fois à comprendre. C'est pas de ça. Entre Bertrand Lavier et Koons, tu mets Shaw et Kelly. Kelly qui a aussi sauté des objets. Et c'est punk, c'est une. Ouais, disons que Shaw et Kelly m'intéressent plus personnellement que Lavier et Koons, par rapport à ma culture, à mon univers, à mon âge. Mais j'ai un problème quand même avec eux, parce que c'est du déploiement américain et tout ça, et c'est que la pop culture américaine. Là, il y a un livre qui vient de sortir sur la pop culture, c'est pour ça que. Il faut parler d'art moderne parce que pop culture, c'est uniquement anglo-saxon. Nous, on est quasiment rien. Et je pense que dans la culture populaire, il n'y a pas que Superman et Batman. Il y a aussi Tintin, Spirou et Bécassine. Voilà. Et on pourrait. Voilà. C'est ça qui me gêne. Le truc qui me gênerait dans Jim Shaw. Les tableaux qu'ils récupèrent dans les. Oui, tout à fait. Mais c'est spécifiquement dans les free stores américains. C'est une collection que j'aurais pu faire. C'est des tableaux d'amateurs, mais qui sont un truc typiquement américain, des amateurs qui utilisent le surréalisme, l'image bizarre, etc. Extrêmement mal peinte, mal foutu, ce qui est formidable parce que c'est des amateurs. Mais tu vois, il y a quand même un décalage. Oui, mais parce que c'est sa américain, culture à lui. C'est parce que c'est sa culture à lui. Peut-être que s'il était plus installé. Tout à fait, mais elle est dominante et parfois, alors, elle me fait découvrir des choses et parfois, des choses comme Jim Shaw ou Michael que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je les ai découverts sur le tard. Hein. Je n'ai pas découvert ça dans les années 80, j'ai découvert fin des années 90. J'ai beaucoup aimé parce que je sentais qu'il y avait des relations, et il y en a, puisque dans le numéro d'Art Press, il y a toute l'interview de Jim Shaw, mais il y a quelque chose par rapport à la domination culturelle, contemporaine, anglo-saxonne, qui aujourd'hui, dont je suis issu, parce que j'étais à 7, j'avais qu'une amie, c'est partir à New York, c'était bon, le rêve de ma vie, j'ai n'écouté que de la musique américaine, et je ne lisais que du comics. Aujourd'hui, ça me gêne beaucoup. C'est l'heure, non? Excusez-moi. C'est l'heure, on va se coucher. Non, mais peut-être qu'il y a d'autres interventions. Non, mais tu n'as pas fini. Bah, si, moi j'ai fini. Ouais. Est-ce que c'est ce truc? C'est pas moi. Hein. C'est dans la veste, je crois. C'est dans la veste là-bas. C'est peut-être toi, Bernardo. C'est l'heure du réveil de Béluc. C'est le réveil de Bernard. Plus. On m'a dit qu'il faisait froid à Paris. Ah non, c'est pas toi. Mais non, c'est pas moi. Juste une petite réflexion sur ce que vous disiez, Catherine, au début. Ah, c'est pas moi. Moi, il me semble qu'en tant qu'amateur d'art, moi je suis loin d'être un historien évidemment, j'ai l'impression que ma vie d'amateur, c'est un loupage systématique. J'ai tout loupé et j'ai cette modestie, si on peut employer ce mot, pour le dire. Là, vous êtes un peu justifié. Même largement justifié quand même,
avec des justifications un peu élucubrantes, parce que dire Jean-Louis Froment, J'ai pas entendu. c'est un peu des élucubrations. Excusez-moi. Non. En fait, on m'interdit de parler, c'est ça. Bernard, Ma paranoïa bien connue. il avait prévu tout ça. Non, juste, je voudrais pas vous agresser, Oui, mais non, quand non, même, c'est justifié. dire que Jean-Louis Froment est un amateur d'art modeste, c'est quand même extraordinaire. Comme justification, moi j'ai connu ces années-là, c'était un des lieux les plus excluants de la création de l'époque. Ce que je veux dire, c'est pourquoi Non, vous mais dites c'est pas... ça. Non, Enfin, attendez, non, je vais laissez-moi répondre finir. après, d'accord. Pourquoi vous dites pas, oui, ben, j'ai loupé des trucs, au lieu de vous justifier à raccrocher les wagons sans aucune raison d'être. Non, non. Non, c'est à moi, c'est à moi. Non, mais pourquoi j'aurais loupé les wagons? Non, j'étais... D'abord, Je vous ai connu il y a 30 ans, vous ne parliez pas d'art modeste. vous non plus. Non, vous non plus, et Hervé non plus, d'ailleurs. J'en parlais déjà, mais j'étais inconnu. Mais tout l'art dont on parle là, il s'agit d'artistes qui vivaient à l'époque et qui étaient totalement ignorés. Donc il faut quand même recontextualiser tout ce qu'on a vécu. Non, mais j'ai... Alors... Il y a quelque chose, je ne veux pas vous agresser, mais Non. il y a quelque chose quand même, je serais lâche de ne pas dire ce que je pense. Non, d'accord. Mais alors, et moi, je vais répondre. En fait, ce que j'ai cherché à faire tout à l'heure, c'était simplement expliquer comment, je crois que j'ai pris la précaution de le dire au début, j'ai essayé d'expliquer comment, sur un parcours d'une quarantaine d'années, en effet, mes yeux, ou les yeux d'autres personnes autour de moi avec qui j'ai pu travailler, s'étaient ouverts progressivement. Et ce que j'ai donné comme exemple, c'était quelques repères comme ça, qui rétrospectivement me font comprendre que, ah bah oui, ça me préparerait pour réaliser aujourd'hui ce numéro avec Hervé Di Rosa. En fait, j'ai pas à me justifier plus. Pourquoi j'aurais à me justifier plus? Non, j'essaye de comprendre comment moi j'ai pu évoluer, moi et puis l'ensemble du milieu de l'art auquel j'appartiens en fait. Et je ne suis pas d'accord avec cette idée que le CAPC était un lieu d'exclusion. Je crois que j'ai cité... Alors bon, voilà, il y a un témoignage d'un artiste. Je pense que le CAPC était un lieu assez ouvert et on lui reprochait à l'époque, on lui reprochait de se mêler à des choses qui relevaient plutôt de la culture populaire. On lui a reproché son exposition sur Johnny Hallyday, on lui a reproché de s'intéresser à la mode et à des choses comme ça. Donc en fait, non, je ne suis pas d'accord sur le jugement du CAPC. Mais à côté de ça, c'est vrai, il faisait aussi des expositions de peinture américaine, d'art conceptuel, d'art tempora et tout ça. Voilà. Oui, j'ai entendu. C'était quoi Ça a répondu, Antoine, à votre question, à votre Non, il n'a question. pas l'air d'être d'accord. Tu as écouté ou... Oui, c'était Polémiquer, en fait. Ah ben on est là pour parler. Simplement, ce que j'ai dit, c'est qu'au lieu de dire, voilà pourquoi je parle aujourd'hui d'art modeste, on peut dire, comme nous tous, on est des humains, on n'est rien. Finalement, on peut dire, j'ai loupé quelque chose. C'est ça que j'aurais aimé entendre, c'est tout. Et je ne l'ai pas entendu. Non, il n'y avait aucune... Non, il n'y a aucune raison que je... Non, il n'y a aucune raison que je le dise, parce que, en fait, pourquoi, en tant que critique d'art contemporain, moi, je suis à l'écoute des artistes. Lorsque le MIAM a été créé, Artpress a immédiatement publié un entretien avec les responsables de la première exposition dans mon souvenir. Donc on a été attentif à la démarche d'un artiste qui était Hervé Di Rosa, avec des amis qui construisaient ce musée, enfin qui mettaient en place ce musée. Mais non, je sais pas, pourquoi il faudrait s'auto-flageller en disant « Oh là là, je me suis trompé, j'ai pas vu ça, etc. » Non, l'époque... C'est une démarche évolutive. Oui, bien sûr, on a fait un numéro sur l'art brut, je crois, dans les années 70.
Donc en fait, non, on a été assez attentifs.